Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour! Vous le savez maintenant, le format classique de Surprise interculturelle est complété par des épisodes hors série où j'accueille des invités avec qui nous discutons diversité culturelle, évidemment, et qui nous partagent leurs propres anecdotes de surprises interculturelles. Cet épisode est un épisode doublement spécial. Il est enregistré dans le cadre d'un chouette événement qui s'appelle le Podcaston. Une semaine où nous, podcasteurs, sommes invités à mettre en lumière des associations pour vous faire découvrir leurs actions et pour vous encourager à les soutenir en faisant un don, en adhérant ou en vous engageant comme bénévole. Je ne peux pas résister à la tentation de vous parler donc de Constellatio, l'association que j'ai fondée en 2011 et qui éduque les plus jeunes à la paix et au dialogue entre les cultures. Aujourd'hui, c'est donc chez moi que j'accueille une invitée très spéciale. C'est une amie de longue date, mais aussi une artiste de talent qui a participé aux actions de Constellatio. Bonjour et bienvenue, Parveen Khan. Bonjour Charlotte. Alors sur le podcast, j'aime bien demander à mes invités de se présenter avec leurs propres mots. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, en quelques mots, ton histoire, qui tu es, que fais-tu ? Alors je m'appelle Parveen Khan et je suis chanteuse indienne et je vis en France depuis 10 ans presque. Et voilà, je continue à sillonner le monde à travers la musique. Extra. Alors, tu es chanteuse indienne et tu parles très bien le français. Il y a une bonne raison pour ça. Voilà, donc je suis franco-indienne avec une mère française et un père indien. Voilà. Et puis pas juste une mère française, je tiens à le préciser quand même. Oui, on est en Bretagne, bretonne. Une maman bretonne et un papa indien. Alors c'est ça qui m'intéressait aussi sur cet épisode et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, pour parler aussi de biculturalité. Les deux cultures sont quand même très différentes. Comment tu l'as vécu, enfant ? Est-ce que tu te rappelles sentir une différence par rapport... Donc toi, tu as grandi en Inde. Oui. Est-ce que tu sentais une différence par rapport aux autres enfants indiens, par exemple ? Est-ce que tu ressentais cette biculturalité quand tu étais enfant ? Alors, j'ai grandi en Inde jusqu'à mes 20 ans, mais je venais tous les ans en France et j'avais une mère qui nous parlait en français. Donc certes, on avait quand même une différence, mais dès qu'on sortait de la maison, finalement, on ne voyait pas la différence. Et pendant très longtemps, j'ai joué sur cette dualité... où dès que et je crois que c'est toujours en moi que j'ai un côté très français et un côté très indien. Et en étant adulte, ça a été presque ça le plus gros enjeu de ma vie, c'est de piocher dans les deux et faire un bon mix. J'allais te demander du coup comment tu le vivais aujourd'hui, donc c'est très bien, t'anticipes. Mais en tant qu'enfant, bien sûr qu'il y a des différences. Déjà, d'être en Inde avec une mère française, c'était différent. Mais après, on avait un père indien, donc on avait... Franchement, je pense qu'on avait les deux. Donc je choisissais quand je voulais être différente et je choisissais quand je voulais pas être différente. Et ça, je crois que je l'ai gardé encore. Est-ce que tu crois que ça crée des conflits internes parfois entre les valeurs qui peuvent être différentes d'une culture à l'autre ? Est-ce qu'il y a des moments où tu es tiraillée dans... Alors je pense que, voilà, comme je l'ai déjà dit, enfant, j'avais tendance à vraiment compartimentaliser. Bonne question. Faire des compartiments. Ouais, entre les deux, donc j'allais d'un à l'autre. C'est plutôt adulte où on a besoin, on ne peut pas continuer à faire, d'aller d'un bout à l'autre comme ça, et on est obligé de créer sa propre identité. Et je pense que ça a été plus un jeu adulte. Et bon, tous les jours, je continue à avancer vers ce tri, on va dire. Pas tri, je sais pas. En fait, je pense aussi, plus on avance, il y a des phases de vie où des fois, on est plus attiré vers certaines choses et d'autres à d'autres moments. Oui, on évolue en permanence. Donc, je pense qu'on évolue en permanence. Et du coup, toi, tu as encore plus de cases où aller piocher pour construire. Mais oui, après, je me dis c'est plutôt positif parce qu'on a deux versions au moins
Et après, bien sûr, dans la vie, on rencontre d'autres personnes, d'autres cultures et on a encore plus d'options. Et en fait, moi, je fonctionne en me disant, ah tiens, ça, j'aime bien que c'est cette personne, donc je vais essayer de prendre ça. Ouais, je fonctionne un peu Et pareil, voilà. j'avoue. Donc, je pense qu'au final, on fait son propre mix et voilà. Ouais, c'est chouette. Mais c'est hyper intéressant parce que ben, moi qui suis franco-française, alors je fais ce mix, mais effectivement en fonction des gens que je rencontre, etc. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ouais, d'avoir ta vision de comment c'était d'avoir des parents de cultures différentes et de pouvoir choisir, en fait. C'est chouette. Et je pense aussi que, en fait, ça a été beaucoup plus facile pour nous parce que moi et mon frère, je parle de lui parce qu'on est deux, parce que en fait, il n'y avait pas de. En fait, ma mère était très française, nous parlait toujours en français. On avait les fêtes françaises, on chantait des comptines en français, voilà. Et surtout tous les étés, on venait en France, donc on avait quand même un lien. Et mon père, de l'autre côté, parlait aussi hindi, nous apprenait la musique indienne. Donc on avait un côté vraiment divers des deux, sachant que mon père avait vécu en France et ma mère vivait en Inde. Donc on avait quand même un pont entre les deux, mais c'était très... on avait vraiment les deux cultures aussi importantes à la maison. Ah, c'est chouette. Mais du coup, bah, justement, tu parles de ton papa et de musique. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Je crois que vous êtes avec Ilias, avec ton frère, la 7e génération de musiciens Oui. dans ta famille. Oui. Ça marche comment, Oui. ça, en fait? Parce que nous, en France, on n'a pas trop cette tradition-là, de la transmission, en tout cas, du métier. Bah, je crois que ça existait avant, si je ne me trompe Ouais. pas, mais ça a changé. En Inde, il y a quelques... Voilà, c'est encore une tradition qui reste, ça change un peu. Mais beaucoup de métiers, surtout des métiers artistiques ou de savoir-faire, se passent encore de père en fils et de fille aussi. Mais c'est plus facile, je dirais, d'apprendre quelque chose lorsqu'on en baigne dedans toute son enfance. Bien sûr, ça aide, on ne va pas nier. Et après, bien sûr, avoir un enseignement formel. Je me rappelle, mon père, il voulait que... Il y avait des moments où je ne voulais pas continuer à chanter parce que j'avais des cours de chant tous les jours. Et il y a des moments où on préférait jouer dehors avec les copains que de chanter. Et pour lui, c'était non, comme on fait des maths à l'école, qu'on l'aime ou pas, en fait, dans notre famille, on fait de la musique, qu'on l'aime ou pas. Et après, on choisit ou pas, mais en tout cas, c'est une obligation. On ne demande pas à un enfant, est-ce que tu aimes les maths? Si tu n'as pas envie d'en faire, non, bah t'en feras pas. Donc c'était pareil, c'est la musique, tu en fais. Et après, quand tu es plus âgé, tu décides ou pas de continuer. Mais pour lui, c'était... Et quelque part, je trouve ça intéressant. On m'a pas forcé, mais c'était juste une discipline, on va dire. Et est-ce que ça a été, ça a été fait au départ avec dans l'optique de potentiellement ça deviendrait ton métier? Pendant très longtemps, j'ai vraiment pas cru du tout que j'allais en faire mon métier, jusqu'à mes 18 ans, je dirais. 18-19 ans. En fait, après mon bac, je pensais faire un autre métier. Je savais pas quoi exactement, c'était surtout ça le problème. Mais plutôt quelque chose littéraire, je dirais. Mais bon, j'ai très vite vu que... En fait, il y avait deux choses dans la musique qui me plaisaient. C'est bien sûr la musique même, mais le voyage avec. Je pense que c'est quelque chose qui est incroyable. Et ça devient d'où? Alors du coup, ta biculturalité ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Il y a sûrement ça. Et bon, je crois que j'aime beaucoup voyager. Et j'ai vu mon père voyager toute mon enfance. Et... Autant en tant qu'enfant, je comprenais... Si, je comprenais bien sûr, mais adulte, je me rends compte de la chance que c'est. Pour moi, c'était normal quand j'étais petite que voilà, on voyage. Le voyage était normal. Ouais. Et je crois que tu m'avais dit qu'en plus, vous aviez des visiteurs régulièrement. Oui, en fait, on avait... Oui, donc notre maison était... Mais ça, c'est un mix de l'Inde et du métier de mon père, mais... et ma mère qui aime beaucoup accueillir du monde aussi. On avait une maison où on a toujours accueilli plein de gens et on avait... Même aujourd'hui, en moyenne, il y a au moins 5 personnes qui viennent chez moi. C'est une maison ouverte. Après, c'est en Inde, c'est voilà, n'importe qui passe devant la maison. Ah, tiens, on va dire bonjour, c'est normal. Mais on avait notamment beaucoup de gens, des tournées de mon père qui venaient le rendre visite en retour. Donc, toute notre enfance, on a eu des gens de tous les continents, pratiquement. Et nous, c'était normal pour nous, enfants. On leur pose des questions. Et adultes, maintenant que je les rencontre plus dans des cadres professionnels, c'est un autre rapport. Mais, voilà. Excellent. Bah oui, puis en plus, nous, on en reparlera. Mais on a fait partie des personnes qui sont venues squatter. Pas squatter. C'était un grand un grand échange, on va dire. Ouais, non, mais tout à fait, c'était génial. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles du fait
qu'en Inde, on puisse passer comme ça et juste tu passes dire bonjour quand tu passes près de la maison, Ouais. machin et tout. Moi, je me souviens quand on était petite, c'était ça. Enfin, moi, j'habitais à la campagne, au fin fond de la Normandie. Oui, j'ai pas toujours été bretonne. Euh, et en fait, moi, ça me manque. J'adorais ce côté-là Oui. de tiens, on va aller boire le café chez un tel ou on passe, on va voir s'ils sont là, quoi. Et ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est vrai que ouais, c'est une partie de la culture, je trouve, Oui, non, je suis d'accord. qui a beaucoup évolué. Alors, j'ai envie de dire qu'il s'est perdu. Je ne veux pas connoter négativement, positivement, mais moi, ça me manque personnellement. Oui, non mais en ayant parlé à d'autres gens de ton âge en France, je crois que ça existait beaucoup plus à la campagne et dans les petites villes auparavant. Ouais. Après, c'est peut-être ça qui a évolué. C'est peut-être moi qui suis partie à la ville et peut-être que c'est toujours le cas à la J'ai campagne. pas Je sais l'impression pas. quand même. Mais moi, je garde ça maintenant en envoyant des messages aux gens. Je tends toujours le coup et s'ils sont pas là, c'est pas grave. Je reviens sur ce que tu disais du coup sur ton éducation musicale. À quel moment tu as su que tu voulais être chanteuse? Il y a eu un déclic ou ça s'est fait au fur et à Alors, comment ça mesure s'est fait? ou- J'ai commencé à chanter, voilà, comme ça. Mon père m'apprenait des petites chansons parce que mon père n'est pas chanteur. Donc, il ne pouvait pas m'apprendre la technique, mais je lui apprenais des chants. Et après, vers 7 ans, j'ai eu ma maître de chant qui était, à l'époque, qui avait déjà 70 ans. Ok. Donc, c'était déjà une vieille dame et qui, elle, avait enseigné à mon père quand lui avait 14-15 ans. Mon Elle lui père avait avait enseigné le chant. la musique, parce La que mon musique. père l'accompagnait aux percussions et mon père a fait son premier concert avec cette maître. Et je sais qu'elle disait qu'il pleurait avant son premier concert. Donc c'est la même maître qui m'a enseigné la musique. Donc c'était une vieille histoire familiale. Mon grand-père a joué avec elle aussi avant. Elle avait plus l'âge de mon grand-père. Et donc c'était l'enseignement à l'ancienne, comme on dirait. C'est que c'était pas 1 heure tous les jours ou quelque chose de très formel. C'est qu'elle venait à la maison parce qu'elle habitait dans notre ville. Elle venait chez moi et quand elle venait chez moi, elle habitait chez nous. Et des fois, on n'avait pas de cours et on parlait juste on faisait du dessin, on racontait des blagues. Des fois, je sais qu'elle aimait beaucoup les BD avec des blagues, donc je lui lisais ça, j'adorais ça. Et des fois, on chantait 5 heures par jour. Donc, il n'y avait pas de règles. Je sais qu'elle, sa règle, c'était que tous les jours, elle se levait à 5 heures du matin et elle faisait des vocalises tous les matins. Wow. Et ça, c'était un bonheur quand elle était là pour toute la famille, parce qu'elle chantait le matin et on se réveillait au son de sa voix. Ça, c'est un souvenir d'enfance qui m'est resté de musique très importante. Et après, mais je voulais pas du tout chanter en public. Et mon père m'a fait aller en compétition. En Inde, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de talent show, comme on appelle ça. Mais c'est normal. C'est une culture d'aller chanter, tu as des compétitions. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. J'étais terrorisée par la scène et je crois que je pleurais, mais bon, c'était une catastrophe. Comme quoi, c'est Et familial. sauf que j'ai gagné, je voulais surtout pas gagner, donc j'avais très mal chanté et j'avais gagné le 3e prix. C'était quand j'avais 7 ans et j'étais dégoûtée. J'étais oh non, ça veut dire qu'il va falloir que je continue parce que je voulais absolument montrer que j'étais pas bonne. Et du coup, bon, voilà, après. Et donc la première année, c'était ça. Après la deuxième année, mon père m'a dit parle, il faut que tu dises je m'appelle Barvin. Donc c'était chaque année, je rajoutais un truc. Après, il me disait regardez devant. Et en fait, au bout de 7 ans, j'ai gagné le concours. En fait, mon but, c'était de gagner dans toute l'Inde parce qu'il y avait régional, après, par la ville, régional et après national. Et quand j'ai gagné la compétition nationale, j'étais c'est fini, je n'en refais plus. Mais bon, et du coup, ça a été mes premiers rapports avec la scène, mais qui ont été un peu, c'est-à-dire, c'était des grosses scènes avec 3000 personnes, donc c'était quand même des gros trucs. En Inde, il y a direct beaucoup de monde. Donc j'avais un peu peur et franchement, c'est plutôt quand j'ai 16 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à aimer chanter pour moi, pour les gens. Avant ça, j'aimais vraiment que chanter dans ma chambre. Donc ça évolue. Mais ce serait une perte pour nous si tu n'étais pas allé plus loin quand même. Non, mais après, voilà, je pense qu'on prend plaisir aussi à partager la musique. Je pense que c'est un partage. Parce que je dis ça souvent pendant mes concerts. Sangeet, c'est le mot de musique en Inde. La musique, ça s'appelle Sangeet. Et le mot sang dans Sangeet veut dire ensemble. Donc le mot musique en hindi a le mot ensemble. Et je pense que le mot musique, c'est un partage. De toute façon, c'est dans les deux sens. Donc, ouais. J'adore cette idée. J'aime beaucoup. Oui, parce que, alors, effectivement, on parlait de la transmission de la musique dans ta famille, mais il y a des castes de musiciens, je crois, en Inde, c'est ça? Oui, alors les castes, il y a une connotation négative en Europe, Occident, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi donc les métiers qui étaient dans les castes, en fait. Donc, et je dirais que c'est un peu ce qui reste le plus commun, qui reste aujourd'hui, c'est vraiment ces métiers. En gros, il y a les commerçants, il y a les artistes, il y a les, je sais pas quoi,
Oui, il y a des Voilà, il y a artisans, plein les les bijoutiers artisans, les peut-être bijoutiers, ou... voilà, plein de choses et après voilà, ça change un peu mais bien sûr, bah, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de père en fils, en fait, Mmh. donc on apprend le métier en famille mais bon, ça change un peu, ça change. En fait, les métiers, je dirais, qui bougent pas, c'est les métiers dont lesquels on arrive à vivre correctement aujourd'hui. Mmh. Les métiers où c'est compliqué de vivre, les gens ont tendance à changer, en fait. Je Mmh. dirais que globalement, Ouais. c'est un peu... En tout cas, en parlant d'art et d'artisanat, c'est plutôt ça, je dirais. Mmh. Voilà. Ok. Il y a aussi pas mal de diversité de culture au sein de l'Inde. C'est un Mm. pays qui est immense, avec Énorme. beaucoup, beaucoup de gens. Et, Oui. et on en a parlé du coup ces derniers jours pour Oui, préparer oui, oui, l'interview. c'est vrai. Et alors, je le savais d'une certaine manière, mais je ne m'attendais pas que ce soit à ce point-là, en fait. Est-ce que à l'école, vous apprenez les différentes cultures qui existent au sein du pays ou pas? Alors, oui, bien sûr. Donc l'Inde est une fédération et donc chaque État a sa langue régionale officielle. Mmh. Moi, je viens de la région où on parle le hindi, qui est la langue la plus parlée. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 30 ou 40% des gens qui la parlent. Ok. Mais c'est quand même pas une majorité, mais c'est la langue la plus parlée et le gouvernement est en hindi. Donc c'est la Ok. langue... Officielle. Bah, en fait, pas officielle, c'est toi qui m'as dit. Je crois qu'il y a Oui, 28 langues je sais officielles. plus. Oui, je crois que c'est autour de Beaucoup. Il y 28 en a beaucoup plus qu'en langues France. officielles. Donc, par exemple, quand on fait un document officiel, on peut choisir n'importe quelle de ces 28 langues. Sur un Ok. billet de roupie, c'est aussi écrit toutes les langues dans toutes les langues parce qu'il n'y a pas que les langues qui sont différentes, les scripts sont différents aussi. Ok. Donc, suivant les régions de l'Inde, moi, je ne peux pas lire des panneaux. Mhm. En fait, c'est... Voilà. Et est-ce Ça que c'est dépend. tout basé sur le sanskrit et ça a évolué ou ou Non, même il y pas? a vraiment le hindi, c'est plutôt... Oui, il y a bien sûr le sanskrit, mais le sanskrit aussi, elle est des origines anglo-européennes aussi, donc ça, c'est pas Ok. si différent. Après, le sud de l'Inde, c'est différent. Bon, après, voilà, il y a beaucoup de mélanges et tout. Mais donc oui, à l'école, moi, vu que je viens de la région, on parle hindi, c'est le hindi qu'on a anglais pour beaucoup de gens, et sinon hindi dans ma région, mais chaque État a sa langue régionale qu'on apprend aussi en deuxième langue à l'école. Ok. Et donc au Rajasthan, c'est pas enseigné à l'école, mais on a le Rajasthani. Mhm. Et le Rajasthani, comme je te disais, c'est en fait le Rajasthan fait presque pratiquement la taille de la France, donc c'est un grand État. Mhm. Et il y a des Rajasthani très différents dont je comprends pas. Il y en Ouais. a que je comprends, d'autres absolument pas. Donc c'est des dialectes en fait. C'est des dialects, Ouais. mais il y a quand même une littérature. Avant, il y avait ça dans les écoles, en fait, par exemple. Et donc, le Rajasthan, c'est pas un bon exemple, mais par exemple, au Punjab, le Punjabi est enseigné à l'école. Au Maharashtra, qui est l'état de Bombay, il y a le Marathi, et c'est très important. Tu apprends ça à l'école, c'est une script, c'est une littérature, c'est vraiment une autre langue. Et donc, en fait, tous les Indiens parlent au moins deux langues, c'est normal. Ouais. Avec toutes ces langues, est-ce que je ne sais pas comment tourner ma question, mais est-ce qu'il y a des choses qui se perdent dans la traduction? Avec des gens qui habitent pourtant près de chez toi, vu que vous ne parlez pas forcément la même langue à la maison, est-ce qu'il y a des problèmes d'incompréhension des fois? Alors du coup, près de chez moi, non, parce que voilà, dans sa région, en général, on trouve des ponts, parce que par exemple, en Rajasthan, même avec ces Rajasthanis différents, tout le monde parle hindi. Donc on se parle en hindi. Loin sûrement, mais ça c'est valable pour toutes les langues. Il y a des choses qui se disent dans des langues et la traduction est toujours pas parfaite. Mais voilà, ça reste. Mais l'Inde a cultivé cette diversité toujours, elle n'a jamais essayé de lisser le pays et c'est ça qui fait la beauté de l'Inde. Et elle est très 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 diverse. Voilà. En fait, il faut se rappeler que l'Inde fait pratiquement la taille de l'Europe. Donc au sein de l'Europe, bien sûr, on a des cultures et des langues très différentes aussi. Il faut vraiment le penser à l'échelle de l'Europe. Donc la différence entre je crois que j'avais vu la différence, si je ne me trompe pas, c'est presque comme la différence, c'est entre les pays de l'Est à le fin fond de l'Italie, en fait, la différence. Donc rien qu'en Europe, si on regarde les différences entre ces pays, il n'y a rien à voir. Il y a la même chose en Inde, du coup, mais au sein du même pays. Voilà. Ok. Alors, du coup, le podcast s'appelait Surprise interculturelle. Donc, je t'ai demandé si toi, tu avais des anecdotes de surprises que tu avais pu avoir vis-à-vis d'autres cultures, ou d'ailleurs même, pourquoi pas au sein de l'Inde, j'en sais rien. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'un moment où tu as pu être surprise par des réactions ou des coutumes Alors, surprise, je pense pas, mais bien sûr, il y a toujours une acclimatation, il y a une adaptation à se faire. Moi, par exemple, oui, bien sûr, quand tu me parles en Inde, quand j'étais la première fois dans le sud de l'Inde et que j'étais
comme une touriste parce que je Mm. parlais ni la langue ni les panneaux. Alors du coup, on oublie on est un touriste comme les autres. Donc Ouais. ça, en effet, même au sein de son propre pays, on se retrouve comme n'importe qui d'autre finalement. Mais sinon, comme je te disais, en fait, je crois que j'essaye toujours de trouver une similitude dans la différence que d'être surprise par la différence. Je pense que c'est une façon de s'adapter aussi, vu que j'ai toujours été entre plein de cultures. Je pense que si j'avais pris les choses à l'inverse, ça aurait été compliqué. Donc j'ai toujours essayé de dire, même dans la plus différente culture possible, ah bah ça c'est comme en France ou ça c'est comme en Inde. Et vu que je viens de 2 cultures tellement différentes, je pense qu'il y avait toujours un penchant en plus vers l'un ou l'autre. Donc, et je pense que où j'ai vraiment eu la seule fois où j'ai pu avoir pas un choc, mais une surprise, je pense que c'était en Turquie, vraiment où je pense que pour moi c'était vraiment l'Orient et l'Occident qui se retrouvaient à un point où c'était incroyable. Parce que voilà, comme je te dis, je me suis dit, ah bah ça c'est plus comme l'Europe ou la France et ça c'est plus comme l'Inde. Et là, franchement, c'est le mélange de l'Orient et l'Occident qui est incroyable. Où côte à côte, on peut avoir des choses, une cathédrale à côté d'une mosquée, mais ça fait partie. Voilà, c'est juste l'architecturellement parlant, mais aussi Non, mais ça veut dire culturellement, culturellement, voilà. religieusement, etc. Ouais. C'est, Et ça, ça c'est m'avait. une façon de transcrire tout ça, Et finalement. là, pour le coup, là, j'arrivais pas à mettre les choses dans des cases, en fait. Ouais. C'était le seul Ah endroit oui. où j'ai vraiment eu cette impression de ah non, ça c'est un mélange en soi. Ouais. Voilà, je pense que c'était. Ah, Je c'est dirais que intéressant, c'est ça. ça. Parce que je pense géographiquement, ça se retrouve au milieu des deux aussi. Ouais. Alors qu'en plus, bah, finalement aussi, on retrouve aussi le lien avec l'Inde, où tu vois, on disait à l'instant qu'il y avait plein de cultures différentes côte à côte et bah, il y a aussi des religions différentes, Oui. des langues différentes, donc c'est assez marrant. Oui, mais là, c'était vraiment, je parle du côté plutôt français, en fait, mon côté Ouais. français, qui est beaucoup plus présent qu'en Inde, où l'Occident est très peu présent. C'est une culture très forte, l'Inde. Ouais. Intéressant. Et quand tu t'es installée en France, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens un petit peu Je pensais pas du tout déménager. Comme je te disais, je venais tous les étés en France et une fois, c'est la vie qui décide. J'ai eu des amis qui sont devenus des amis, mais à l'époque non, qui m'avaient proposé de venir en France pour la musique, pour faire une création. Et je devais venir 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Et de toute façon, je devais y venir comme je venais tous les étés. Je suis venue un peu plus tôt et en fait, je suis tombée amoureuse de la France et je me suis dit, j'avais toujours voulu passer un moment de ma vie en France. Et donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, je reste. Et donc, j'étais venue avec une valise, vraiment en pensant que j'allais rester 3 mois. Mais je crois que j'avais besoin de venir connaître mieux mon autre partie. Et c'était un bon âge quand on a 19-20 ans, c'est un âge où on a besoin de voir autre chose que ce qu'on connaît et moi j'en avais besoin. Et voilà, aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est un peu là où je fais le tri entre tout ça. Mais je crois que je suis arrivée un peu à ça. Mais voilà, j'avais besoin d'explorer l'autre partie et ça a été super. Au niveau musical aussi, je pense que ça m'a énormément aidé à apprécier ce que j'avais et connaître la valeur de la tradition que j'avais pu avoir. Et tester des choses avec d'autres musiciens. Et donc, on va revenir où on s'est rencontrés, nous. On y arrive. Mais voilà, ça a été des rencontres avec d'autres, pas que françaises ou bretonnes, mais avec d'autres styles de musique qui ont été une richesse et surtout mon apprentissage à la musique et à la vie, je pense. Génial. Et donc, oui, donc tu as fait partie. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est génial de faire cette interview parce que ça me permet de. On a l'impression qu'on se connaît super bien, mais on découvre les choses différemment quand on interviewe les gens. Je trouve ça génial. Alors, de ce que je sais, tu as fait partie de 2 groupes multiculturels, Nirman et Lyra. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement là-dedans? Est-ce que c'était un hasard juste? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais? Oui, bien sûr. Je recherchais la rencontre avec l'autre, on va dire, que ce soit niveau culture ou humainement, ça c'est sûr. Oui, en fait, l'IRA, c'est pareil, on s'est un peu connus. Je dis que c'était les astres qui nous ont Mais fait totalement ce oui. genre-là, C'est c'était ça, en fait, il les y a astres plein qui de se sont choses. Voilà, alignés. c'est ça. Et donc, j'y crois. Et ça, plus j'avance, plus je me dis, la vie décide un peu pour nous. Des fois, bien sûr, on est acteur et on y va ou pas. Mais, et Il y a un donc, mot pour dire le destin en Kesmat. hindi? Kesmat? Ouais, Kesmat. Je connaissais Mektoub en arabe, mais voilà, Kesmat. Kesmat, ouais. Donc, mais voilà, après, je pense qu'on est aussi acteur, on décide, mais voilà, les choses se présentent et on y va ou pas. Et je pense que nous, on a
bien utiliser ça, notre C'est ça. Kismet. Zéro regret. Et avant, du coup, donc c'était Nirman d'abord, Lyra ensuite. Avant Nirman, tu avais déjà eu des collaborations avec des musiciens d'autres pays ou Oui, pas? alors j'avais commencé tout juste à chanter professionnellement en Inde, donc voilà, je sortais de l'école, donc j'étais pas, voilà, j'avais fait ça faisait 1 an que j'étais professionnelle, on va dire. Oui, j'avais rencontré des musiciens, alors je me rappelle plus trop, bon, bah de Bretagne notamment, Mhm. parce qu'il y a Rosanne qui était venue, Oui, Rosanne voilà, Talek, donc. donc une chanteuse bretonne, et oui, comme je te dis, en fait, il y a tout le temps eu du monde qui est venu chez moi, notamment beaucoup de musiciens. Et là, je pourrais pas te sortir des noms comme ça, mais depuis que j'étais enfant, même ado, je chantais avec eux quand ils venaient. Ouais, t'étais Donc on pas avait juste dans l'écoute voilà. de ce que faisait ton père, mais tu Voilà. participais. Et donc, pour en revenir, je joue souvent avec mon frère et lui a appris le beatbox comme ça, en fait. Ah C'est oui. qu'il y avait un Anglais qui est venu chez nous faire de la musique et il a découvert le beatbox quand il avait 13 ans, 14 ans. Et du coup, il a appris ça. Mais donc, ces échanges ont toujours été très importants pour nous. Et aujourd'hui, il en fait son métier. Alors qu'avant, il n'en avait jamais entendu parler. Oui, puis c'est vrai qu'on l'a vaguement abordé, mais ton papa, pour le coup, était dans des groupes aussi multiculturels. Il a joué Oui. avec Titi Robin notamment, avec Éric Marchand. Ah, il a joué avec plein de personnes, avec du flamenco, avec de la musique arabe, Natacha Atlas. Il y a plein. Mon père, je pense qu'il a travaillé. C'était aussi l'époque où on découvrait dans les années 90 la musique du monde, comme on appelle ça, les musiques traditionnelles. Donc il y a eu un élan à ce moment-là de mélange et de découverte dans lesquels nous avons baigné. En fait, nous, on a grandi avec ces disques-là quand on était petits et les musiciens qui venaient. Donc, ça fait vraiment partie de notre culture. Donc, le refaire, le reproduire en tant qu'adulte, pour moi, c'était normal. Oui, c'était une évidence. Oui, c'était une évidence. Oui. On en vient à Lyra. Je reviens sur ce qu'on disait, enfin, ce que je disais en introduction du podcast sur le podcaston et sur Constellatio. Donc, je vais reposer un petit peu les bases. Constellatio, c'est donc une ONG qui a été créée en 2011, qui est accréditée par l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, dont la mission est de sensibiliser un peu tout le monde, mais surtout les plus jeunes, donc les enfants et les adolescents, au dialogue entre les cultures. Donc, c'est l'éducation à la paix grâce à la diversité culturelle. C'est une ONG qui travaille par projet. Et donc, un des projets de Constellatio s'appelait Lyra. Et Lyra, c'est le nom de la constellation de la lyre. Et donc, le projet Lyra tournait autour de la musique. À l'époque, moi, j'étais encore un peu toute seule sur l'organisation de tout ça. Donc, je vous ai réunis, vous étiez 6, 2 musiciens indiens, donc 2 musiciens bretons et 2 musiciens tunisiens. Et donc, ensemble, on est intervenu auprès de 1300 enfants dans les 3 pays. On a enregistré un album de composition indo-tuniso-bretonne. Oui, ça existe du coup. Je vous mettrai les liens de tout ça évidemment en description de l'épisode. On a également publié un livre CD pour enfants qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen, qui est l'histoire d'une petite fille qui rêve de voyager, une petite bretonne, et qui se retrouve embarquée sur un grand voilier sur lequel, comme à l'époque des grands voiliers, certains des marins jouent de la musique, donc on découvre les musiques bretonnes, et puis elle arrive en Inde, elle se promène dans les ruelles, elle découvre plein de choses, et elle rencontre Parvin et Ilias, donc, puisque le deuxième musicien indien du projet, c'est le frère de Parvin. Et puis, rebelote en Tunisie, elle invite tous ces musiciens sur le bateau, elle veut faire un grand concert, mais c'est une cacophonie, parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'écouter les uns les autres pour jouer une musique riche de leurs différences. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené de 2015 à 2017. On est intervenu dans des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, là où il y avait des enfants. Mais même le projet a commencé, c'est Charlotte qui, nous, on l'a rencontrée. Tu avais déjà une idée en tête avec les musiciens parce que tu revenais de Tunisie, donc tu habitais en Tunisie, donc tu avais l'idée d'avoir des musiciens tunisiens et tu venais habiter en Bretagne, donc tu es breton. Exactement. Mais nous, on est arrivés, les Indiens, donc on dit, pourquoi pas des Indiens? Mais c'est ça aussi, c'est comment dire, cet ajout naturel. Le fameux alignement des astres, en gros, ce qui s'est fait, franchement, je me rappelle du jour, c'est qu'on a un ami commun qui tournait un clip et qui nous a proposé séparément, du coup, d'être figurante sur le clip. C'était le 27, et on ne se connaissait pas du tout. C'était le 27 septembre 2014. Je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi je me rappelle de la date, c'est que je pense que ça a tellement une influence sur le reste de ma vie que voilà. Et donc, on s'est rencontrés avec Parvin ce jour-là. Je lui raconte ce projet que j'étais en train de monter. Et elle me dit, mais c'est génial, nous aussi, on veut participer. Oui, non, ça a été ça. Et à la base, ça devait être
une rencontre, Ça voilà, devait être une c'était... seule rencontre, ouais, tout à fait. En février 2015, en gros, j'avais proposé à 2 musiciens tunisiens de venir en Bretagne et on devait intervenir auprès d'enfants pendant une semaine. Et donc finalement, c'était 6 musiciens que j'ai réunis Et chez après, mes parents, dans la maison. Oui. C'était vraiment c'était Mais du ça a commencé bricolage. comme ça, mais finalement, ça a été un énorme projet qui Ah a mais duré oui, 3 ans pratiquement. tout à fait. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine-là qu'on a vécue tous les 7 était juste incroyable. Les réactions des enfants étaient géniales. Vous, alors tu le diras mieux que moi, mais j'ai l'impression que vous avez particulièrement apprécié de pouvoir transmettre aussi votre art aux enfants, votre art et vos cultures respectives. Et moi, je me suis dit, c'est quand même trop bête. On a des musiciens bretons, tunisiens et indiens. C'est dommage de rester qu'en Bretagne. Ça serait chouette d'aller dans les 3 pays. Et donc, c'est comme ça qu'on a posé la base de la suite du projet, où effectivement, on est parti en résidence artistique et à faire des ateliers auprès des enfants. En Bretagne, au château de la Roche-Jagu, en juin 2016. En Inde, c'était génial. Bon, c'était une sacrée aventure aussi. En octobre 2016, au moment de Diwali, donc la fête des Lumières, c'était génial. On a pu vivre ça ensemble et vous avez partagé ça avec nous, c'était extra. Et en mars 2017, en Tunisie. Et vas-y, raconte-moi. Et c'était Comment pas tu... juste ça, c'était donc bien sûr, il y avait la rencontre avec les enfants et vu que c'était des musiques traditionnelles, que ce soit la musique bretonne ou tunisienne ou indienne, pour nous, c'est des choses qui se transmettent vachement à l'oral. Donc, de transmettre ça aux enfants, quelque part, c'était une évidence ou c'était naturel. Ouais. Donc, ça nous parlait, ce projet, et de leur faire découvrir ces musiques traditionnelles. Mais à côté de ça, ça a aussi été comment tu as pu concrétiser ça en, bien sûr, créant... que ce soit pas juste des interventions, mais un livre, un disque, des vidéos. Ça a aussi Ah bah oui, parce qu'il y a été eu plein de voilà, vidéos parce que aussi. tu n'as pas parlé de tout ça, Non. mais le livre qui a une super sortie. Ouais, le livre a très bien fonctionné et effectivement, on est parti certes avec les musiciens, mais également avec donc l'illustratrice de notre livre, Isou, avec notre ingé son, Pierre Binard, puisqu'on a enregistré sur place les morceaux, et avec notre réalisateur, Simon Guillaumard. Et on a vécu ça, on est parti à 10 dans chacun des pays, rencontrer les enfants. Et c'était extraordinaire Enfin, moi, c'est une des plus belles expériences de ma vie, honnêtement. Ouais. Et C'était ouais. cool. Qu'est-ce que t'en gardes, toi? Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, qu'est-ce que... Bah, je crois que ça rejoint tout ce que je viens de te dire. Moi, je crois que je suis assez ouverte voilà, au voyage, aux rencontres, et ça allait de soi. Et je pense qu'aussi, moi, ça a été une des premières fois où faire un livre, c'est pas tous les jours qu'on le fait. En tout cas, moi, ce sera... Oups! Faire un livre, c'est pas tous les jours qu'on en fait, des enregistrements. Ah bah oui, bien sûr. Être dessiné par une illustratrice. Ah bah oui, parce que dans le livre, voilà. quand elle rencontre les musiciens, les dessins de ces musiciens sont vraiment basés sur nos musiciens. Donc Parvin est dessiné par Isou dans le livre. Donc je pense, et après quand on fait de la musique, je pense que... Ah, c'est marrant parce que, ah oui, ça c'était une chose, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais jamais mélanger le travail et les amis et la vie personnelle, donc bon, j'ai pas du tout réussi. On a explosé tout voilà. ça. Mais voilà, c'était un principe, je me disais, je serais jamais amie avec mes collègues, je sais pas pourquoi, voilà, quand j'avais 15 ans, j'avais mis ça en tête. On a des grands principes. Mais je pense que c'était une très grosse erreur de ma part de même penser que ce soit possible. Et je pense qu'au contraire, dans les milieux artistiques ou autres, on rencontre des gens, les rencontres font des familles, des amis. Et donc je pense que pour moi, l'IRA, ça a été ça. Bah, ça recoupe bien l'idée de l'interculturel aussi, de dire, mais en fait, c'est pas juste laisser les gens dans des cases. Parce que c'est ça, finalement, de dire, je sépare le pro du perso, machin, etc. C'est faire des cases. Et laisser les gens chacun dans une case, et en fait la vie ça marche pas. Enfin voilà, la vie, moi en tout cas c'est mon approche non mais de bien la vie. sûr, absolument. Et on le partage vraiment. Mais moi en fait tous les idées que j'ai pu avoir très rigides comme ça, la vie a fait que c'était une blague. et j'aime bien rigoler sur moi-même sur ça, d'avoir eu de telles idées à des moments, il faut le dire, d'avoir eu tort. Et c'est pas grave. Je trouve que c'est ça qui est chouette aussi sur les rencontres avec des gens de notre culture, c'est que ça explose nos idées préconçues, ça chamboule tout ça, et ça nous amène à élargir en fait. Et aussi de se remettre en question et voilà, voir les choses différemment, sous un angle différent. Ouais, je trouve que rencontrer une autre culture, ça nous amène un regard différent sur nos propres identités culturelles. Tout à fait. Et je suis convaincue que mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Absolument.
Et je pense que ce projet-là, c'était ça aussi. Et c'est ça que je trouvais très intéressant. C'est marrant parce que ça n'a pas été calculé particulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis lancée dans ce projet. J'y connaissais rien du tout à la musique. Oui, c'est bien. Donc, comme ça a ça. été de l'apprentissage au fur et à mesure. Et donc, honnêtement, musicalement, moi, je ne vous ai pas du tout guidé. En fait, vous êtes vraiment, comme dans l'histoire d'Arwen, vous vous êtes écoutés, vous avez fonctionné ensemble et vous avez construit ensemble quelque chose qui vous ressemblait dans toutes vos différences, justement. Et ce que je trouve formidable, c'est que le résultat, c'est pas une fusion, c'est pas des musiciens bretons qui jouent de la musique indienne. Non, bien sûr. On reconnaît dans la musique vos identités à chacun, en fait. Et franchement, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui alors j'aime pas dire ça, mais de ma carrière, de ce que j'ai fait, pour l'instant, on va dire ça comme ça, je pense que l'IRA a particulièrement bien réussi à garder ça. Même avec d'autres projets ou d'autres rencontres que j'ai pu faire, c'est un des projets où je dirais que ça a été le mieux, où chacun a vraiment, où on ne s'est pas adapté ou avons réduit notre musique pour faire que ça marche. Parce que des fois, ça peut faire ça. Ou il y a un autre truc, fusion can create confusion. C'est un Ok. truc qu'ils J'aime disent bien, dans la je connaissais musique. pas. Donc Voilà, la quand- fusion peut créer de la confusion. en gros, voilà. Comme Ok. la cacophonie, hein. Ouais, ouais, Mais tout à parce qu'il y a un épisode, comme elle disait dans le livre, qui est la La cacophonie. cacophonie. Et voilà, mais je pense que dans l'IRA, ça a été très très bien fait. Et on a réussi à garder l'essence de chacun. Et c'est quelque chose que vous avez fait délibérément ou ça s'est fait assez naturellement? Tu te rappelles si vous en Ça a avez été un parlé? répertoire les plus faciles à monter. C'est vrai? Ouais, et ça a été pour moi une grande aussi un apprentissage et une surprise du fait que les choses peuvent être si fluides. Je pense qu'on avait bien sûr une contrainte du temps. Ouais. Parce que Je leur ai un petit peu mis la pression, les pauvres. C'était non, la mais c'est course à juste chaque normal. fois. On était beaucoup de personnes dans des pays étrangers souvent. En résidence, donc ça veut dire qu'il y avait une contrainte. C'est pas un groupe où on répétait tous les soirs et on se disait ah ça serait bien. On n'avait pas c'était juste une façon différente de faire. Mais ça a été très 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 fluide. Alors certes sous la pression un peu, mais franchement ça a été un des répertoires les plus faciles à monter. Et dont même aujourd'hui, parce que des fois surtout moi il y a des choses quand on écoute on n'est pas fier de ce qu'on a fait il y a des années plus tôt. Mais l'IRA, à chaque fois que je l'écoute, je me dis ah franchement c'était super. Vraiment. Donc je pense Écoutez-le, que on oui. mettra les liens. C'est trop bien, moi j'adore, je suis fan. Oui, non mais comme je te dis, j'aime pas écouter tout ce que c'est dur en tant que musicien des fois d'être subjectif de son travail. Non, ouais, Comment on dit objectif, objectif, pardon, de son travail, mais l'IRA, je trouve qu'on a bien réussi. J'aime bien écouter ce disque, voilà. Ouais, c'est chouette, je trouve ça formidable de pouvoir. Mais pas réécouter, forcément à cause de grâce ou à cause de moi, c'est juste voilà, l'ensemble Mais oui. est très très Mais c'est ça qui est beau. bien, ouais. C'est même plus toi que t'écoutes, c'est Oui, c'est ça. C'est l'IRA, résultat en fait. final, Oui. ouais, c'est l'IRA, ouais. Et c'est bien d'en arriver à ça, à différencier en tant que musicienne, chanteuse, sa propre identité. Et du moment où ça devient une identité, comme là on dit l'IRA, c'est déjà une réussite, je pense. Ouais. Mais comment ça marche alors concrètement de composer un morceau avec des musiciens de plusieurs traditions musicales? Tiens, je te fais juste remettre. Alors je sais pas comment faire. Là, comme ça. Juste pour pas que ça- Ok. Dans l'IRA, il y avait quand même une grosse partie de musique traditionnelle, donc on a quand même gardé des chants et des morceaux traditionnels de chaque pays, mais tout en composant quelques morceaux. Donc je dirais que c'est une grosse moitié-moitié quand même entre des compos. Oui, c'est un mélange des deux. Et donc, soit on partait sur un chant ou un répertoire, un morceau traditionnel d'un pays, et les autres s'inspiraient de ça et l'arrangeaient, ou créaient d'autres parties, ou alors on était vraiment à créer des nouveaux morceaux en jouant ensemble. Avec l'inspiration du moment. En bricolant. Voilà. Mais c'est bien tout sûr, ça. le fait d'être dans des cultures si différentes, d'être dans des environnements si différents, ça inspire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été plutôt facile de créer ce répertoire. Ouais. Bah, ça se ressent à l'écoute. Alors moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant tout ce temps-là, j'étais à côté, comme dans l'histoire d'Arwen, je faisais la petite souris, je me faisais toute discrète et je savourais Mais le moment, Charlotte, c'était incroyable. Arwen aurait dû s'appeler Charlotte. Charlotte Mini, parce que c'est une Et enfant c'était quand même même. pas fait exprès. C'était pas fait exprès. C'est un jour, j'ai un journaliste qui m'a demandé, qui m'a dit, mais du coup, Arwen, c'est toi? Et je lui dis, ah bah j'y avais jamais pensé sous cet Moi, angle-là. j'ai mais compris oui. ça le jour où Arwen aimait les bonbons, c'est ça? Ah, c'est ça. C'est j'avais ce des jour-là, j'ai compris. J'ai compris le secret.
Est-ce que tu peux me dire pourquoi, à tes yeux, c'est important d'éduquer les enfants à l'interculturel? Parce que je pense que plus on apprend jeune, moins c'est un problème, parce que pour moi, ça n'est pas un problème. Mm. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est comme tout, plus on apprend les choses, plus ça fait partie de nos repères et de notre vie, et moins on se pose des questions, alors que plus on découvre des choses tard, et plus c'est compliqué de s'adapter, je pense. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. Aussi simple. Et à la musique? Parce qu'il y a... Alors, Je pense peut-être que c'est qu'en un Inde, peu c'est la différent de même. la France aussi. Oui. C'est-à-dire que peut-être que la musique traditionnelle est plus présente qu'en France. Bon, Ça- nous, en Bretagne, oui, elle en est très Bretagne, présente, c'est mais différent, oui. sinon, en général, on Oui. a finalement assez peu accès. Les enfants ont assez peu accès à la musique traditionnelle, j'ai l'impression, en France, par rapport à Oui. l'Inde. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose de culturellement différent. C'est quand j'ai écouté tes podcasts que je me suis dit que j'allais ramener ça. Mais l'Inde fait aussi partie des pays où chanter, danser, même s'il y a des gens qui chantent faux. Mais c'est même pas qu'ils chantent pas très bien, c'est qu'ils chantent faux et qu'ils chantent sans aucune gêne. Donc, Ouais. il n'y a pas ce côté, comme tu disais dans ton autre podcast, où il faut être parfait pour chanter. Donc déjà, culturellement, la danse et le chant, surtout, parce qu'un instrument, c'est différent, il faut apprendre à le maîtriser, font beaucoup plus partie de la vie, et il ne faut pas forcément être bon pour le faire. Il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Chaque culture a ses blocages et ses gênes, mais en tout cas, la musique et la danse font pas partie de ça en Inde. Donc, pour en revenir, c'était quoi la Aux enfants, question? pourquoi c'est important important? la musique Donc, je pense que c'est plutôt pour apprendre à la maîtriser. Plus on apprend quelque chose jeune, moins c'est un effort, je pense. Ouais. C'est plus ça. Et du coup, en Occident, je dirais que il y a plein de gens qui pourraient apprendre même plus tard, en fait. Parce qu'il y a vachement ce truc où si je ne l'ai pas appris enfant, je ne peux pas le faire. Ouais. Donc, pour te dire que c'est pas, je ne suis pas complètement Je me sens pas du tout visée. Voilà, c'est pour ça que je précise que oui, c'est certes plus facile d'apprendre quelque chose quand on est enfant, mais je ne pense pas qu'on soit obligé d'abandonner quelque chose parce qu'on ne l'a pas appris enfant. Je pense qu'on apprend toute notre vie, et heureusement, sinon ça serait très ennuyeux. Bah oui, c'est clair. Et la musique et toute chose, d'ailleurs, peut-être ça prendra un peu plus de temps, peut-être, et encore. Finalement, quand on pense à toutes les heures qu'en tant qu'enfant on passe à apprendre quelque chose, je pense que si on faisait la même chose adulte, on apprendrait quelque chose, c'est sûr. C'est clair. Donc je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Bien sûr, c'est mieux et plus facile enfant, mais il ne faut pas non plus tirer une ligne, c'est ça on dit? Tirer un trait sur ça. Morale de l'histoire, apprenez la musique, même si vous Ou avez autre 45 chose, ans. oui, mais voilà. Ah si, alors moi j'ai un truc dont je voulais parler avec toi, parce que je me suis fait ce commentaire sur le projet Lyra. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça. Est-ce que tu ressens des différences dans les réactions du public et comment les gens transmettent Je m'étais dit que j'allais dire ça C'est quand vrai? tu m'avais dit Ah bah, génial. quelles ont été surprises Et culturelles. ben voilà, j'allais te demander Voilà, après la j'allais deuxième dire anecdote. ça. Bah, voilà, oui, très c'est bien. ça. C'est que, alors du coup, et comme on a fait le projet ensemble, on avait les réactions des enfants dans chaque pays étaient très différentes, et ils rigolaient pas du tout sur les mêmes endroits aussi. Oui, c'est vrai. Et je me rappelle je voulais dire ça, que il y a un dicton qui m'avait marqué, c'est que dans tout le monde, les gens rigolent jamais pour les mêmes choses, mais pleurent pour les mêmes choses, sont tristes pour la même chose. Ok. Voilà, la joie, l'humour est quelque chose de très subjectif et culturel, mais pas la tristesse. On est toujours triste pour les mêmes raisons, peu importe. Ouais, ok. Et donc, dans Arwen, il y avait ça, c'est que les enfants rigolaient à des endroits différents, ils étaient plus touchés à d'autres endroits. Et oui, ça, c'est sûr que, comment dire, il y a des différences. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Inde, les enfants étaient beaucoup plus stoïques, beaucoup plus sages. Ils parlaient pas, ils rigolaient moins du coup. Enfin, mais par contre, on sentait qu'ils étaient captivés. En France, bah, du coup, j'ai eu moins de surprises parce qu'effectivement, Tu connais du coup, la ça me France. semblait normal comme réaction. Mais voilà, ouais, il y avait un côté... on rigole au bon moment, on applaudit au bon moment, machin, etc. Et en Tunisie, j'avais l'impression que les enfants parlaient beaucoup pendant qu'on racontait l'histoire, pendant que vous jouiez, etc. Mais parlaient de ce qu'on était en train de faire, en fait. Et donc, il y avait un côté... il y avait moins ce côté, il faut se taire par respect pour le musicien ou pour le conteur. Enfin, en fait, ce respect-là était transmis différemment, et finalement, ils réagissaient, mais ils n'étaient pas en train de parler de ce qu'ils allaient faire autrement, ils parlaient de ce qu'on faisait. Et ça, en France, on ne l'aurait pas fait parce que ça aurait été considéré comme un manque de respect, par exemple.
Mais en Tunisie, en voyant un concert, il y a beaucoup plus de gens qui se lèvent, qui machin, enfin, qui font des trucs alors Ouais. que... Oui, oui, non, exactement. Et je pense qu'en Inde, je reviens sur l'Inde, quand quelqu'un parle, on écoute, il y a un côté très culturel comme ça. Ouais. Et par contre, après, dès que ce cadre est fini, on va dire, donc quelqu'un qui raconte ou qui récite quelque chose, dès qu'on sort d'une classe, en fait, les enfants vont être beaucoup plus bavards qu'en Ouais, France, par ok. exemple. Donc, Moins timide aussi par beaucoup rapport moins au... timide Ouais. aux adultes. Il n'y a pas cette différence. On parle aux gens de tout âge. Il y a vachement un manque de... non, comment dire, il y a pas ce truc de ah oui, il est plus âgé, donc on va pas lui parler, ou c'est un touriste, on va pas lui parler. Il n'y a pas de ce côté-là. Ok, intéressant. Beaucoup moins, comment dire, timide, alors que dans le cadre de l'école ou de quelque chose de formel, ça rejoint la culture indienne où on écoute, on est respectueux. Ouais. Le silence est du respect. Ouais. Ouais. Ouais, Ça, c'est culturel pour le coup. Ouais. Et encore, je pense que nous, ce qu'on a fait, c'était encore très soft par rapport à des pays d'Afrique subsaharienne où apparemment, justement, le public participe beaucoup plus. Et pour le coup, c'est un manque de respect de ne pas participer. Ouais. Alors, je ne l'ai pas vécu encore voilà, moi-même, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais même l'applaudissement, par exemple, moi j'ai pas connu ça parce que moi, depuis que je suis enfant, j'entends des applaudissements en Inde, mais je sais qu'une fois, j'étais dans un concert avec un musicien très connu, mais très âgé, et qui a dit, quand il faisait un super solo, les gens applaudissaient. Et à un moment, il a pris le micro, il a dit non, mais ça suffit maintenant. ça fait pas partie de notre culture, ça me dérange en fait. Alors sur le moment même, j'étais un peu surprise, mais mon père m'a dit, en effet, avant, les gens, ils applaudissaient pas. C'est très nouveau. C'est pas culturel. Donc il y a d'autres choses, par exemple en Inde on dit kabaté. Ça veut dire qu'est-ce que c'est magnifique ce que vous avez fait. Donc les gens vont dire ça pendant un concert. Ça c'est culturel. Mais l'applaudissement en soi c'est pas culturel. Donc il y a plein de codes qui changent bien sûr dans le monde aujourd'hui. Mais voilà, le respect n'est pas, et la façon d'apprécier n'est pas la même. Voilà une belle surprise interculturelle, tu vois. Est-ce que, alors je te pose une question plus tricky, plus difficile, mais est-ce que tu penses qu'on peut trouver des parallèles entre la musique et le monde de l'entreprise ou la vie de tous les jours au milieu interculturel sur comment on compose, comment on travaille ensemble, comment on fait groupe en fait, tu vois alors je parle de mon entreprise, mais ça peut être en dehors dans la vie de tous les jours, comment on fait que dans un groupe de personnes on puisse fonctionner ensemble. J'ai l'impression qu'il y a des parallèles à faire, tu vois. Oui, sur bien comment sûr, vous mais fonctionnez je en tant que pense que musicien. le projet de l'IRA a illustré ça très bien, donc je reviens sur ça, mais le fait que, voilà, d'être à l'écoute de l'autre, en fait, souvent on a toujours une idée en tête, et chaque personne là, hein, en tant qu'adulte, on apprend, moi je pense, personnellement, en tout cas, c'est ce qu'on apprend, c'est d'écouter l'autre et pas vouloir absolument mettre son idée toujours en avant, et plus on apprend ça dans les deux sens, et plus la vie est facile, je pense. Ouais. Apprendre à écouter pour comprendre et pas juste à écouter pour répondre. Pas pour répondre, exactement. Et pas forcément vouloir toujours aller au bout de son idée juste par conviction et par ego, en fait. Des fois, juste dire oui, c'est vrai, j'avais tort. Voilà. Ben, j'adore, voilà. Le truc à retenir pour ceux qui sont plus sur une approche de Mais management. bon, c'est pas juste culturel, je pense que c'est à l'échelle humaine et de tous les jours mais aussi. à partir du moment où il y a des êtres humains, tout est transversal en fait. Oui, on est sur bien sûr. l'interpersonnel Bien finalement, sûr. carrément. Est-ce qu'il y a des différences en tout cas en Inde? Alors je sais qu'il y a des différences en Europe par rapport à ça, entre la musique populaire, la musique traditionnelle et la musique classique. Est-ce qu'il y a une culture métier finalement Oui, alors du coup, voilà, c'est normal, vu que c'est un pays énorme en taille, il y a des musiques traditionnelles très 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 différentes et variées, ainsi que de danse. Donc il y a la musique classique qui est divisée grossièrement en deux, du nord de l'Inde qui s'appelle Hindustani, musique, et du sud de l'Inde qui s'appelle Karnataka. Donc en gros, ça c'est vraiment, on peut prendre l'Inde et la diviser en deux. Ça c'est la musique savante ou classique comme on appelle, mais de ça découlent toutes les musiques le plus locales et populaires. Et il n'y a pas une distinction claire, parce que ça a toujours été dans les deux sens. Les bases des rags ou des gammes, qui sont la base de la musique indienne classique, sont aussi valables dans les autres musiques traditionnelles. Donc les bases restent les mêmes, ce qui change, je dirais. Après, voilà, il y a plein de styles différents, mais les rythmes changent, les instruments changent, les textures de voix changent, mais il y a quand même beaucoup de ponts. Et souvent, les gens n'hésitent pas à emprunter un répertoire d'autres musiques.
Donc, par exemple, D'accord. quelqu'un qui fait de la musique populaire ne va pas hésiter à prendre un chant en musique classique et l'adapter, bien sûr, qui ne sonnera pas du tout pareil, Mhm. vu que ce n'est pas du tout la même technique ou Mhm. la même voix. Et vice-versa, il y a plein de musiques qui ont été prises de musique populaire dans les chants classiques. Donc, un exemple, par exemple, au Rajasthan, c'est qu'il y a une gamme très connue qui s'appelle Rag Des, qui veut dire mon pays, et qui est une gamme de la pluie. Parce que voilà, ça c'est une bonne anecdote, c'est qu'en Inde, quand on chante bien, Mhm. c'est qu'on fait pleuvoir. Chez nous, Donc, c'est voilà. l'inverse. Et donc, il faut chanter très bien et les pluies arrivent. Et Des, c'est donc un chant de mousson. Et c'est à la base un chant populaire vraiment du Rajasthan, mais qui a été pris dans la musique classique indienne. Et donc, c'est beaucoup plus formel, beaucoup plus écrit. Mais voilà, maintenant, ça fait partie de la musique classique. Pareil pour les instruments. Le sarangi, qui est sur un des clips Oui. de notre projet de l'IRA. Le sarangi, c'est un endroit dans le nord du Rajasthan qui s'appelle le Sindh, qui est le désert. Donc ça s'appelle le Sindhi sarangi, qui est une version beaucoup plus rustique du sarangi, qui se joue avec les ongles, qui est un instrument qui a été pris dans la musique classique, et qui se joue donc plus avec les ongles, mais avec les phalanges, on dit. Mhm. Donc beaucoup plus compliqué, du coup, mais beaucoup plus sophistiqué. L'instrument est D'accord. plus sophistiqué, mais c'est la même chose. Voilà, Mhm. donc les instruments étaient aussi dans les deux sens. Voilà, mais ça, c'est des exemples Ah, c'est concrets. intéressant. Ouais. Non, mais c'est super intéressant de voir qu'il y a de la porosité dans les deux sens. Oui. Hein. Voilà, il y a. Mais je pense que ça a été le cas en Occident aussi, il y a longtemps, plus longtemps Mhm. que... Maintenant, tout est un peu plus formel, mais Ouais. pendant longtemps, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de liens, Mhm. de ce que j'ai compris. Après, Bah, je ce qu'on connais voit mieux l'Inde. aussi, c'est qu'il y a une différence dans la transmission, du coup, en France. Sur la musique classique qui est beaucoup plus écrite, du coup, et la musique populaire ou traditionnelle qui va être beaucoup dans la transmission orale, finalement. Oui, bien sûr. Mais tu vois, oui, et quand on était allé en Tunisie, je trouve que c'était un mix de l'Inde et la France où il y avait quand même, c'est quand même écrit, mais il y a quand même quelque chose d'oral aussi. Ouais. C'est un mix des deux, alors qu'en Inde, tout est oral. Mm. Et en France, ça dépend de en Occident, ça dépend si on fait de la musique classique ou populaire, mais pour le coup, si on fait classique, tout est écrit. Si on fait de la musique populaire, tout est à l'oral. Mais la Tunisie, de ce que j'avais vu, en tout cas, ça paraissait un mix des deux. Ouais, je suis d'accord. J'avais remarqué ça de mon point de vue très Oui, très moi pareil, extérieur j'ai et de juste pas vu du tout un spécialiste bout de de la la musique. Tunisie et donc je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit, mais de ce que j'ai aperçu, j'avais l'impression que... Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour des étrangers qui partiraient habiter en Inde? Habiter. Ouais. 2-3 tips. Alors, habiter. Habiter, c'est pas la même chose que Bah voyager. ouais. Je pense qu'il faut pas avoir du tout, il faut oublier tous les points de vue occidentaux. Donc il faut pas du tout se baser sur des repères occidentaux, sinon vous allez être perdu. Je pense que c'est le plus, comment dire, vierge, on va, Ouais, c'est d'esprit. ça. Le plus Devenir des simple, ce enfants. sera, voilà, il faut revenir des enfants, c'est ça, il faut apprendre parce que c'est vraiment un autre monde qui est complètement différent, où il n'y a aucun repère, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est compliqué pour des touristes des fois. Je pense que ce que je dis est valable aussi pour des touristes ou pour des gens qui vont habiter, mais Ouais. c'est vraiment, il n'y a pas de repères occidentaux qui fonctionnent. C'est un monde différent, donc mais finalement les gens sont les mêmes partout, c'est qu'ils sont gentils. Si vous êtes gentil, ils seront gentils. Si vous êtes curieux, ils seront ravis. Et tout se passera bien. Mais si on va avec des points de vue plus rigides et plus structurés, c'est plus compliqué. Et de comprendre l'autre et de faire comprendre les autres que vous êtes intéressés, en fait. Et bienveillant. Voilà. Génial. Je valide. Sans toute la ligne. Tout oublier pour réapprendre. Est-ce qu'on passerait pas à la petite partie bonus de la fin? Je t'avais pas prévenu, donc ça va être du tac au tac. Ok. Est-ce qu'il y a une fête ou un rituel que tu adores, peu importe le pays, que ce soit en Inde, en France, ailleurs? On enregistre Holi en ce moment, mais est-ce qu'il y a une fête que tu aimes bien particulièrement? Bon, vu que je parle de l'Inde, je parlais de l'Inde. Les fêtes indiennes sont quand même incroyables. Là, c'était Holi en ce moment. Donc, Holi, c'est la fête des couleurs du printemps. Donc, ça a été vachement... les images ont circulé pas mal en Occident. Donc, les gens voient ça, la couleur, la fête des couleurs. Après, Diwali, c'est où vous étiez, c'est la fête des lumières. Donc, toute la ville et toutes les villes sont... Et les maisons sont illuminées avec des lampes à huile.
Et Voilà. surtout, il y a des pétards en permanence. Il n'y a pas Oui. un moment de silence pendant cette... Donc il y a ça, mais après, voilà, moi je parle l'Inde parce que je Mm. vais représenter l'Inde, on va dire aujourd'hui, mais je pense que... Mais toi, il y en a une qui te tient à cœur Je pense que c'est particulièrement? oui, C'est c'est de là? souvenirs d'enfance, bien sûr. Ouais. Après, moi, quand j'étais petite, j'ai fêté toutes les fêtes de toutes les religions. J'avais Noël Du moment qu'on aussi. peut faire la Et fête. j'aimais beaucoup Noël aussi quand j'étais petite parce qu'on Mm. n'avait rien en Inde, personne fêtait Noël, donc on était les seuls à fêter Noël dans ma région. On coupait un arbre de désert Ah oui! parce qu'il n'y avait pas de sapin, parce que je suis dans le désert, donc on allait Ouais. couper un espèce d'arbre dans un buisson avec des épines partout du désert et on leur mettait des boules sur les épines parce qu'il n'y avait pas de feuillage. Donc J'adore. on était ravis, donc on adorait Noël. Après, il y avait l'Aïd de la famille, où il y avait plein de sucreries, il y avait plein de... on allait faire les fêtes foraines. Donc moi, franchement, moi, tous mes souvenirs d'enfance, je dirais, il n'y en a pas un. Il y avait Ouais. vraiment plein de fêtes et ça, c'est une des chances qu'on a pu avoir. Ouais, génial. Pâques, par exemple, c'est Pâques bientôt. Ouais. C'était, ma mère achetait des chocolats parce qu'il n'y avait pas trop de chocolat à l'époque quand j'étais petite, sauf quelques Cadbury qui n'étaient pas incroyables. Mais elle ramenait du chocolat français pour Pâques. Mais sauf qu'en ce moment, il commence à toucher les 38 degrés. Ah! Et donc, c'était vraiment pas idéal. express, c'était OK. On avait 5 minutes pour chercher les œufs, ils étaient déjà complètement fondus. Je crois que je me rappelais même plus comment c'était des chocolats pas fondus toute mon enfance. C'était des œufs, voilà. Donc, après, c'était drôle parce qu'on essayait de faire des fêtes voilà, à notre sauce. Adapté, Voilà. ouais, génial. Bon, c'était pas du tac au tac. Mais Non, non, c'est très bien, si, si. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel que tu aimes particulièrement? Mais ça peut être de n'importe quel pays, encore une Je sais fois. pas, là, je pense, en ce moment, j'ai faim, donc je vais dire palak paneer. C'est un Ok. plat Tu indien. peux expliquer un petit peu? C'est des épinards, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. C'est des épinards avec un fromage qui s'appelle le panir, qui a le goût du tofu en gros, et avec du butter naan, avec du beurre, ah oui, parce que je suis moitié bretonne et moitié indienne, mais ce qui est bien, c'est que dans les deux côtés, ils adorent le beurre. Franchement, pareil. Et les Indiens mettent Alors, du il y a beurre du beurre partout. salé ou pas en Beurre Inde? salé, s'il vous plaît. Donc, Alléluia. tous les gens qui n'aiment pas le beurre salé, les Indiens, ils ont tout compris. Les Bretons ont tout compris. Les autres, et je Mais m'en limite fous. de Voilà. dialogue interculturel, Voilà. c'est même pas de gens qui n'aiment pas le beurre salé, c'est Donc, ça? toujours beurre salé, toujours. Excellent. Voilà. Donc, Ok, extra. Et d'ailleurs, donc les naans, en France, les cheese naans, ça n'existe absolument non, pas ça en Inde, on n'existe est pas. d'accord. C'est la vache qui rit. C'est En Inde, ça. on met du beurre salé sur les Ah. naans. Ça me va. C'était très bon. Fondu. On s'est régalé. Alors, question suivante. Est-ce qu'il y a une chanson ou un style de musique traditionnel que tu aimes particulièrement et que tu as envie de nous partager? Bah, je vais chanter une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Chap Tilak. Voilà. छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिला के 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 मत वाली कर दी नली रे तो से नैना मिला के. Merci, c'est trop bien. Je me sens toujours Faut aussi écouter le disque de privilégiée. Lyra où il y a d'autres Oui. morceaux. Ouais, je vais mettre le lien en description de l'épisode parce que franchement, ça vaut le coup. Il y a tout l'album qui est disponible sur les plateformes de streaming. Donc, écoutez-le. Et Vous pouvez acheter le vrai disque vous aussi. pouvez acheter le vrai disque, exactement. Et ça fait partie des choses qui soutiennent aussi l'association Constellatio et qui nous permettent de mener des actions. Donc, ça vaut le coup pour vous, autant pour nous. Dernière question. Est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Je pense que ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a qu'un pays. Voilà, je reste proche de mes deux pays, que ce soit l'Inde ou la France, mais je pense que au cours de mes voyages et la vie, on découvre tellement d'endroits et de cultures différentes que je pense que c'est compliqué de répondre à ça et ce serait injuste. Et je pense qu'aussi, voilà, on change de regard et de prisme de comment on voit le monde aussi au cours de notre vie. Et on peut aller à des endroits qui sont les mêmes et les voir différemment. Par exemple, auparavant, j'étais plus attirée par des villes, l'architecture, la culture, voilà, un autre tourisme. Et là, ou de découverte tout simplement. Et alors que maintenant, je suis plus attirée vers
les endroits où la nature est plus importante. Donc voilà, je pense qu'on ne choisit pas du tout les mêmes endroits et même les mêmes endroits deviennent différents, juste notre focus change. Ouais. Donc voilà, il y a Les pays beaucoup évoluent. d'endroits à découvrir et on ne peut jamais finir et c'est ça la beauté. Donc ouais. C'est sans fin. Sans C'est fin. génial. Heureusement, on Merci. s'ennuierait. Ah bah, c'est clair. Je terminerai l'épisode en revenant sur pourquoi on est là, sur le podcaston. Donc le podcaston, voilà, ça a pour objectif de mettre en lumière des associations et d'encourager les gens à les soutenir. Donc on vous encourage à aller visiter le site de l'association donc, qui s'appelle constellatio.org. Je mettrai le lien avec tout le reste, il va y en avoir pas mal des liens. Mais voilà, on vous encourage à faire un don, à adhérer ou à devenir même bénévole, pourquoi pas. Les dons et les cotisations sont déductibles d'impôts, donc ça coûte pas grand-chose, mais c'est une belle manière de nous soutenir. Et pour nous, c'est important d'avoir une communauté importante pour montrer qu'on est nombreux à croire en ces valeurs de diversité, d'écoute, de dialogue. Ça fait une vraie différence. Donc voilà, soutenez-nous, ce serait chouette. C'est ça qui nous permet aussi de mener des beaux projets comme l'IRA, avec des belles personnes comme Parveen. et c'est important pour la société d'aujourd'hui et de demain. Donc merci pour votre écoute à tous. Merci Parveen d'avoir accepté mon invitation, c'était super. Merci Charlotte, c'était un plaisir et un honneur. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.